Salut Benjamin. Salut Ryan. Ça va bien? Impeccable. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur la vidéo du présentation du bac du Benjamin. Mon mentor, celui-là qui m'a initié dans le haut de gamme du récifal. Donc, il a bien accepté qu'on monte son aquarium parce que là, il y a de quoi parler. Je pense que vous avez déjà remarqué. On va commencer par la première question, Benjamin. Comment t'es venu cette passion? Alors la passion du récifal, ça fait 10 ans. Ouais. Mais on va dire, j'ai d'abord eu la passion de l'aquariophilie et j'ai commencé en eau douce quand j'étais gamin. Ok, sur quoi plutôt l'eau douce? Eau douce, j'ai un peu fait un petit peu de tout, les classiques, un petit peu de reproduction, etc. Donc ça, c'était plutôt quand j'avais 15-18 ans, donc ça remonte un peu. Ouais, ok. J'avais à l'époque pas trop non plus des moyens très limités, on va dire. J'avais des bacs, j'ai eu plusieurs bacs en même temps, simultanés, environ 130 litres, et voilà, j'ai fait un petit peu tout le tour de tour, Ami, Goupil, Néon, etc. Voilà. Ouais. Après, j'ai mis en pause en fait cette passion et que j'ai repris du coup bien plus longtemps après, puisque là, ça fait du coup que 10 ans que je fais du récifal. Donc tu as repris direct après au récifal, tu n'as pas fait de l'eau douce. Ok. Mais j'aime beaucoup les cyclidés du lac Malawi. Ouais, donc je voulais faire un bac de cyclidés. À l'époque, c'est vrai qu'on parlait d'un certain volume, donc il fallait en gros du 600 litres. Donc comme je l'ai dit, c'est pas tout de suite les mêmes coûts de bac. Quand on regarde l'eau de mer, la moindre petite chose, la moindre petite bête, tout est vivant. Alors je fais de la plongée, donc tout ce qui est coraux, ça me passionne aussi énormément, au-delà des poissons. En me disant, en fait, finalement, je vais faire un bac récifal. C'est vraiment faire un bac mix en fait, donc des poissons d'eau de mer, des poissons mous, des LPS, des SPS, et je partais complètement de zéro. Et donc ce qui était aussi à mon sens assez compliqué, c'est que c'est pas une critique, mais on peut pas dire non plus que dans la région on avait énormément de spécialistes. Non, on n'a pas de magasin. Un petit peu limité. Ouais. Donc en fait, j'ai eu aussi un mentor que j'ai jamais rencontré en vrai, mais qui m'a très très bien conseillé. Du coup, il y a 10 ans, quelqu'un qui habitait près de Lyon. Et à l'époque, on communiquait via des forums. En fait, les groupes Facebook ou autres n'existaient pas, donc c'était vraiment à l'ancienne. Forum. C'est quelqu'un qui m'a consacré énormément de temps, avec qui j'ai échangé vraiment de nombreuses heures, et j'ai eu la chance quand même d'avoir quelqu'un qui était très pro, très précis, de bons conseils, que ça soit sur le choix du matériel, la population. Donc je me suis lancé comme ça, mais vraiment conseillé, si je puis dire, à distance. Et ça, c'était quand même un moment assez sympa. J'avais à l'époque, il y avait pas mal de personnes qui se connectaient, ce qu'on avait fait comme un blog en fait. Et comme je démarrais mon bac de zéro, c'est un blog qui a fait énormément de vues, qui a pas mal intéressé les gens, puisque on parlait du matériel que j'ajoutais et de toute l'évolution du bac. Et ça avait été pas mal suivi. Et moi, j'avais qu'une envie à l'époque, c'était de me reconnecter pour voir les réponses qu'ils m'avaient faites à mes questions et tout ce partage de bons procédés, on va dire. Ah ouais. Donc déjà, du coup, tu as répondu à ma question que j'allais te poser depuis combien de temps. Donc tu m'as pris de court. Donc ce bac-ci, il est en eau depuis combien de temps? Bientôt 2 ans et demi. Ok, donc 2 ans et demi et résultat comme ça, ok, d'accord. Je pourrais ajouter seulement 2 ans et demi, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est clair, la pousse elle est folle. Et tu as commencé du coup avec un autre aquarium. Qui est bien évidemment le mien. Donc voilà, le 800 litres, c'est celui-là que j'ai actuellement. Et celui-ci, du coup, il fait combien? Donc on est sur 1200 litres. Et avec la décantation en dessous? Alors on est sur la partie haute, on va dire 1200 litres brut. Ok. Donc on peut donner les dimensions. Donc c'est clairement le grand frère de ton bac. Ok. Ton bac, je le connais bien parce qu'il est sur mesure et du coup il faisait 155, 80 par 60. C'est ça. Celui-ci, il fait donc 200, donc 2 mètres par 1 mètre. Donc un peu plus de profondeur encore, cool, ça, et 60. Okay. Sachant que la hauteur, personnellement, 60 c'est vraiment pour moi la hauteur maximale. Je le précise aussi parce que voilà. C'est chiant à mettre les mains dedans. Voilà, il y a des bacs qui ont des fosses, il y a des bacs qui sont plus hauts. Alors il faut savoir déjà que quand un bac est très haut, à une hauteur d'eau assez importante, forcément le poids au sol n'est pas le même non plus. On n'en a jamais assez de la largeur avec la pousse des coraux. 1 mètre, c'est incroyable. J'avoue là, vous verrez les différents points de vue. C'est super beau parce que du coup, il a fait une sorte d'îlot. On va dire que c'est une sorte d'îlot au milieu et avec les coraux, ils ont pris la place. Vous verrez, c'est magnifique. Donc, on va parler surtout sur ton choix du vivant. Vers quel type d'animaux tu es allé
au niveau de tes poissons, etc. Et ce que tu as eu, ce que tu as peut-être malheureusement plus, et ce que tu as actuellement, et peut-être ce que tu auras dans le futur, ce que tu voudrais mettre. Et après, on parlera de ta population de coraux, chez qui tu es allé les chercher, etc. Et voilà. Donc, ton vivant au niveau Ça fait des beaucoup poissons. de questions. Ouais. Il faut savoir que j'ai quand même récupéré déjà 80 kg de pierres vivantes. Mais c'est vrai qu'ayant déjà des bonnes pierres qui étaient de l'Indo Premium, j'ai donc rajouté aujourd'hui des Real Reef Rock, qui sont des pierres artificielles que moi, esthétiquement, je trouvais jolies. Alors, les goûts et les couleurs et les marques, ça, c'est vraiment assez personnel. Du coup, environ 40 kg. 40 kilos, ok. Parce que c'est en général toujours, ça n'a pas changé. On est toujours sur une dizaine de pourcents de volume de pierres. Elles étaient déjà ensemencées quand tu les as mises? Non. Ok. Ça s'est fait avec mes pierres. Ok, d'accord. Donc ça, c'est au niveau des pierres vivantes. J'ai des poissons qui ont 10 ans. Donc le chouchou de mon bac reste mon Strigosus. Ouais, il est vraiment beau. Qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, est introuvable. Alors c'est aussi ce qu'en fait un petit peu... alors déjà, c'est mon chouchou par rapport à son comportement, parce que c'est toujours un petit ado un peu foufou. Mais aujourd'hui, le fait de savoir qu'il n'est plus proposé à la vente fait que j'y tiens encore plus, puisque celui-ci vient d'Hawaï. J'ai mon couple de clown qui est là depuis les 10 ans. Ah ouais. Ils sont bien contents dans le filia. Alors le filia, c'est très récent. La petite parenthèse, c'est que ça, c'est ma petite satisfaction assez récente, si je puis dire. Dans mon ancien bac, ils ont jamais trouvé leur petite maison. Ils étaient le long de la paroi technique. Dans ce nouveau bac, ils ont commencé à faire la même chose, jusqu'au moment où j'ai eu la chance effectivement de mettre une filia déjà assez grosse. C'est une Ancora ou pas Ancora, celle-ci? Je crois que c'est une Parancora Gold. Et du coup, ils ont élu refuge là-dedans. Ouais, ils sont bien contents. Ouais, c'est vraiment super. T'as pas encore eu de ponte depuis que tu les as? Alors j'en avais énormément avant et là j'en ai plus. Ouais, ça va peut-être venir avec le temps. T'as peut-être pas le support aussi. De toute façon, les pontes après, en soi. Si t'as pas l'objectif de les garder, ça sert à rien. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et alors j'ai perdu un Zebrazona des Jardini récemment de vieillesse parce qu'il allait très bien. Donc, je pense que c'est assez aléatoire la durée de vie en captivité. Voilà. Il y en a qui disent justement, vu qu'ils sont en captivité, qu'ils peuvent vivre très longtemps. Et il y en a qui disent que déjà, moi j'avais regardé une douzaine d'années, ça peut être aussi bien. C'est assez aléatoire. C'est beau quand même déjà. Enfin, après, c'est pas la vie d'un poisson. Moi je sais pas les années, mais je trouve que c'est beau quand même, 12 ans. C'est comme un chien. Donc du coup, petite tristesse, j'ai perdu un Vulpinus récemment. Ok. Raison, tu sais pas. Pour moi, vieillesse aussi. Ouais. Puisque aucun problème de paramètres, on en parlera plus tard. Il s'est pas chipoté avec d'autres poissons. J'ai aussi gardé quelques Squamipinis en fait. Squamipinis, c'est ceux qui sont de la même famille. Des Anthias en fait, oui, pseudo-Anthias Squamipinis. Alors j'en avais 3 depuis 10 ans et récemment j'en ai perdu 2 aussi. Donc finalement la dernière restée s'est retransformée en mâle en fait, mais elle est toute seule et après j'ai pour le coup mis un banc d'Evansie. Mais elles sont pas ensemble. Ouais. Ça c'est pour les poissons on va dire que j'ai depuis que j'ai historiquement. Petit aparté pour ceux qui ne savent pas. L'Anthias que tu as cité qui s'est passé de femelle à mâle, c'est le même principe que les clowns en fait. C'est que c'est asexué et au niveau de l'un qui prend l'ascendant devient mâle et le reste du groupe devient femelle. Et si le mâle meurt, une femelle devient mâle. Voilà. C'était la petite aparté. C'est un petit peu compliqué à acclimater ces poissons. Ouais, c'est ce qu'ils expliquent souvent, les Anthias, on les met avec des Chromis spheridis par mimétisme. En gros, on met un banc de Chromis et un banc d'Anthias et les Chromis vont manger plus facilement, donc les Anthias vont faire la même chose. Mais c'est vrai que les Anthias, c'est très compliqué, il faut nourrir ça plusieurs fois. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir un banc d'Anthias quand même dans son bac et de bien le maintenir. C'est un peu compliqué puisque moi je voulais un gros banc. Donc en fait, quand je les ai fait importer direct des Maldives, donc en gros on commande un lot de 20. Ouais. Donc je suis passé par forcément un revendeur. Déjà il en reçoit, à chaque fois ça a été les mêmes proportions, il en reçoit à peu près 17 de vivants. Ouais. En quelques jours il n'y en a plus que 13, donc en fait il m'en vend 13 sur les 20. Et moi après j'en repère encore. Alors que j'ai mis toutes les conditions, j'essaie de nourrir beaucoup de fois par jour avec différentes granulométries, etc. Ah oui.
Et sur les traits, la première fois, j'ai fini quasiment à 4. Donc voilà, on en parle. Après, il sait bien d'en parler, mais ça me pose un peu problème. Et en fait, c'est pas que je me suis acharné, c'est qu'en fait, j'ai refait une commande de 20 et ça a été les mêmes proportions, 17 de vivant. Au final, on m'en vend de nouveau que 13. Et sur les 13, j'en repère autant. Donc aujourd'hui, en tout et pour tout, pour ceux qui veulent j'en ai plus que 7. Ouais. Pour ceux qui veulent se lancer dans les Antias, vraiment, faut réfléchir à penser à la nature, quoi. J'en ai plus que 7 sur 40 qui ont été prélevés en milieu naturel. Donc en fait, voilà, ça, bon. Ça fait chier. Ouais. Bah, après, et en plus de place, je me suis permis d'introduire d'autres chirurgiens en même temps. Donc j'ai rajouté 2 nasos. Alors c'est un peu risqué parce que généralement dans mes chirurgiens, j'essaye toujours d'avoir, on va dire, des sous-familles différentes. Dans l'espèce, tu as une variété différente. Donc à chaque fois d'en avoir une de chaque, parce qu'on a quand même plusieurs sous-familles, on va dire, dans les chirurgiens qui permettent. Mais là, j'ai mis 2 nasos, donc c'est un peu eux que j'ai eu à l'œil pour pas qu'ils chipotent. Donc j'ai un naso, du coup, c'est pas j'ai aimé le Elegance, mais c'est le naso Lituratus, qui est un petit peu moins joli, il y a une petite différence sur la nageoire dorsale. J'ai mis un naso Vlamingi, mais c'est pareil, alors pour l'instant, bon, c'est un bon pépère, mais il n'a pas encore la bosse de dominant en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Ça dépend après si c'est pareil un mâle ou une femelle, et donc à voir les proportions que ça prendra. Donc 2 nasos, étant donné que j'ai perdu mon vulpinus en fait dans la même famille, la famille lapin je crois, en fait un Siginus. J'ai un couple de Gramma Loreto, donc je suis très fier parce que c'est assez rare, ils sont magnifiques. Alors ils sont quelquefois cachés. C'est leur comportement, de toute façon, dans tous les cas, au Gramma. C'est que ça vit dans les roches. Mais bon, là, on les voit et ça nage à l'envers, ça j'adore aussi. Enfin, j'ai la chance d'avoir un couple, c'est quand même assez rare. Parce qu'on voit tout de suite si ça le fait ou si ça le fait pas. Et j'avais aussi introduit dès le départ de ce bac un Salarias, je crois un Ramosus. Donc c'est toujours les poissons qu'on peut introduire un peu en premier qui font quand même un boulot à éventuellement s'attaquer aux algues filamenteuses ou quand il y en a, etc. Ok. T'as eu ce genre de soucis sur ce bac-là ou pas? Pas du tout. Zéro algue? Zéro algue. Alors c'est un peu spécifique sur ce bac-là de faire un protocole qui n'est pas très connu et qui a, on va dire, calfeutré et pas éclairé en fait mon bac pendant le cyclage. Donc j'avais couvert de plexi en fait les vitres. J'avais laissé qu'en haut parce que bon, la lumière rentrait pas avec la profondeur. Donc en fait j'ai cyclé mon bac sans éclairage tout simplement. Et quand j'ai décidé de l'allumer, je raconte la version courte en fait. Tu m'as un peu appris, c'est ce que j'ai fait sur Voilà, en partie peut-être, mais c'est vrai que du coup, quand j'ai décidé d'éclairer, alors c'est assez risqué. Alors forcément, j'ai attendu que tous les indicateurs soient au vert en faisant des tests ICP, on en parlera sans doute plus tard. Et quand j'étais sûr de mon eau, de mon cyclage, j'ai donc allumé le même jour où j'ai introduit les coraux. Donc j'ai introduit une quantité très très importante de coraux dès le départ. Je répète, quand les indicateurs étaient forcément au vert, j'étais sûr. Ça m'a d'ailleurs pris du temps. J'avais eu une grosse montée de silicate qui était causée à cause de mes pierres artificielles. Parce que toi aussi, c'est ça? Non, moi je l'ai pas eu, mais tu m'avais bien mis. Tu m'avais bien mis les warnings quand je t'avais dit que je mettais des pierres artificielles, qu'il fallait vraiment que je regarde les silicates et tout. Pas que, mais vraiment, selon les variétés de pierres, oui, ça relarque toujours plein de choses pas forcément bonnes. Donc moi, j'avais eu beau essayer de tout contrôler. Mon projet était retardé, mais j'étais pas pressé, je voulais faire les choses correctement. Donc j'ai donc décidé, une fois que mon taux de silicate était acceptable, d'introduire énormément de coraux, d'éclairer. J'ai eu aucune perte. Et j'ai mis mes petits pollueurs, c'est-à-dire j'ai rapatrié mes poissons dans un second temps. Alors, je n'ai pas attendu très longtemps, mais dans un premier temps, j'ai clairement en fait, mis mes coraux en concurrence avec les algues. Ça, c'est aussi une méthode en fait. Puisqu'il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, et j'ai eu aucune algue filamenteuse, mais aucune. Dans la quinzaine qui a suivi, j'ai introduit du coup mes poissons. Donc mes pollueurs, où là après, de nouveau, il faut revoir un petit peu les paramètres après avec la gestion des nutriments. On va parler des galères que tu as peut-être eues ou que tu n'as pas eues, enfin bref, on va parler des galères parce que avoir un résultat comme ça doit bien évidemment avoir des galères, mais avoir posé la question à Benjamin, il n'y en a pas trop eu du coup. Alors bon, non, j'ai réellement pas eu de galère. Alors après, c'est un peu atypique. Après,
Comment je l'explique, c'est plutôt ça qui est intéressant. Alors oui, j'ai eu une montée des silicates, on en a parlé. Voilà, c'est vraiment la galère du début. Ouais. Donc j'ai vraiment attendu que le taux soit acceptable avant d'introduire. Et après, je l'ai dit, pas eu d'algues filamenteuses. En soi, c'est pas un problème, hein, puisque les chirurgiens vont aller brouter, etc. Mais le salarias, il y a des choses comme ça qui sont... Ah non, pas vraiment de galère du coup, puisque voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'anticiper un maximum les choses. Donc c'est passé par le choix du matériel. Qu'on verra après. C'est passé par voilà, un test ICP pour savoir vraiment quels étaient tous les paramètres de mon bac. Et ça passe par des tests ICP, comme je l'ai dit, tous les mois réguliers, qui me permettent aussi de voir s'il y a des dérives. Donc aujourd'hui, j'ai quand même une maintenance assez militaire et une certaine rigueur, et je pense que ça joue sur le fait on n'est jamais à l'abri. J'avais eu quelques légers voiles de cyano, le mucus en fait, le résultat de la cyano, parce que la cyano en soi elle n'est pas visible, mais le mucus qui est un peu rouge, etc. J'en avais eu un peu au moment d'avril, ce qu'on appelle un peu la cyano des fois de saison, où il paraîtrait que, c'est pareil, je mets entre guillemets quand je suis pas complètement sûr, mais j'entends dire qu'effectivement, quelquefois avec les moissons, avec le pollen, avec des choses, il y a des gens qui n'ont aucun problème de déséquilibre dans leur bac, mais qui ont quand même des fois de la cyano. Donc moi j'en ai eu un tout petit peu, et c'est parti assez vite. Je pense avoir la réponse à ma question que je vais te citer, mais je vais te la poser. Le conseil que tu donnerais à un débutant? Bon, déjà, c'est pas la plus grande de mes qualités, mais la patience, c'est important en récifal. On en parle, la patience, la rigueur. Bon choix du matériel, prendre le temps. Alors après, on n'a pas tous les mêmes budgets, les mêmes moyens. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est capable, ça évolue beaucoup, on est capable de trouver différentes gammes de prix, des choses qui sont quand même, qui tiennent la route. Donc, important aussi de fois dans nos choix de voir un peu le SAV que peut proposer la marque. Et puis après, il faut se mettre en place une routine en fait. C'est pas si chronophage que ça quand on a essayé vraiment dès le départ de bien maîtriser son sujet et d'être calé. Après, ça prend pas énormément de temps, mais ce qu'il faut, c'est mettre en place une routine. Et quand elle fonctionne, en fait, c'est s'y tenir. Donc contrôler, tester régulièrement, mais c'est pareil quand on connaît son bac. Alors il y a des fois où je peux tester chaque jour parce que je sens qu'il y a quelque chose qui augmente ou qui diminue. Donc en fait, le conseil aux débutants, c'est surtout déjà d'anticiper un maximum les erreurs avant, puisque c'est toujours plus compliqué d'avoir des problèmes à solutionner divers et variés, puisqu'on n'a pas forcément écouté les bons conseils. On n'a pas mis la bonne population de poissons, on n'a pas respecté pas mal de choses. Et je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué de régler un problème que d'anticiper pour ne pas l'avoir. En fait. Alors, tu dis OK, je suis pas sûr d'être trop précis. Non, mais j'ai compris. En gros, tu veux dire que dans tous les cas, si là on parle à quelqu'un qui veut se lancer dans le récifal aux débutants, il faut que le projet soit bien établi, qu'il ait pris toutes les connaissances qu'il pouvait avoir au lieu de se lancer, de se jeter dans le grand bain, et du coup qu'il va y avoir des problèmes parce qu'il ne connaît pas encore les raisons pourquoi il y a ces problèmes-là, et c'est trop dur à rattraper ça, que si toi tu prends le problème à la source avant que ça soit arrivé, bah, c'est plus simple à régler. Donc c'est ça, prendre un maximum de conseils pour essayer de faire les bons choix. Et on en parlera sans doute, mais Guillaume Pujol, qui est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, parce que tous mes coraux viennent quasiment de chez lui. Donc Marine bien évidemment. Il disait d'essayer pour les débutants de se trouver, alors c'était ses mots je crois, se trouver quelqu'un qui a un bac de ouf et en tant que menteur en fait. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il fait, c'est sa routine, donc la routine dont je parlais, en fait, c'est ça qui est important. Enfin, j'appelle ça ma routine, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est les petites habitudes de chacun vis-à-vis de son bac. Bah, si le mec, il a un bac qui tient la route, là, je pense que ça vaut le coup, en fait, de voir ce qu'il fait, comment il maintient ses consommations, comment il teste, comment il éclaire, quelle durée d'éclairage, et tout ça. Tout est important. J'ai envie de dire, après, dès lors où ça fonctionne, on peut que copier et prendre les bonnes idées. Du coup, on parlait des dimensions de ton aquarium, tu l'as présenté, mais on n'a pas parlé si c'était du verre, de l'acrylique, si c'était un sur-mesure ou si on pouvait le retrouver en magasin. Donc, je te laisse nous expliquer ton bac.
Du coup, oui, c'est un bac, effectivement, c'est une pièce unique, donc ça, c'est aussi une petite fierté. C'est donc un bac qui est fait en PMMA, donc c'est l'acrylique. Acrylique, ouais. Et donc, à la différence du tien, qui est également fait par la même personne. Donc, après, je pense qu'on peut citer. Alors, c'est vraiment pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu, puisque ça a été comme un précurseur des bacs acryliques. Mais c'est avant tout un passionné et pas quelqu'un qui commercialise comme ça à outrance. En fait, donc c'est Maxime Gratier et sa société, c'est Technicoplast. Mais il faut savoir que c'est une société qui tient avec son frère et ils font de la chaudronnerie plastique. Donc en fait, ils sont... C'est pas ça l'origine, ce qu'il Lui, c'est un passionné du récifal, voilà. et il a la possibilité d'avoir les machines et les connaissances. Et lui, il fait de l'aquariophile et du récifal depuis bien plus longtemps que moi. On fabrique toujours. J'ai toujours un aquarium, je suis toujours passionné. Voilà, je suis toujours ouvert au projet de tout le monde. Et puis ça me fait même plaisir de voir une vidéo où j'ai quelqu'un qui est content. Donc c'est un passionné qui a la possibilité d'eux. Et donc c'est lui qui m'avait conçu mon premier bac. Et forcément, alors j'avais comme hésité à refaire de l'acrylique puisque pour moi ça comporte que des avantages, même en termes de poids, de forme, etc. Mais à l'entretien, c'est quand même un peu plus galère que le verre, notamment par rapport aujourd'hui au système d'aimants qui ont bien évolué sur le verre. Donc c'est quand même assez pratique, un aquarium en verre. Mais sinon, mis à part le côté entretien, je vois vraiment que des avantages à l'acrylique. Donc finalement, j'ai redemandé à Maxime de me refaire un bac. Et à la différence du tien, j'ai décidé de perfectionner un petit peu plus l'habillage. Donc, c'est pas le même coup, mais donc, je suis sur un habillage également en PMMA. Donc, quelque chose qui ne bougera pas dans le temps. Avec l'eau de mer, c'est pas négligeable. Mon châssis, c'est un châssis inox comme le tien, mais celui-ci, il a été peint avec une peinture époxy qui a été passée au four. Donc, c'est quelque chose qui, dans le temps, en fait, ne bougera pas. J'ai pas de point de rouille, en fait. Donc, concernant également, j'ai demandé, parce qu'aujourd'hui, sur mon ancien bac, j'éclairais avec... à l'époque, on n'était pas encore trop dans les LED, il y a 10 ans. Enfin, c'était un peu les débuts, on n'avait pas les retombées, les retours. Donc, moi, j'avais une rampe, en fait, hybride, avec un peu de LED et des néons T5. C'était une ATI qui m'a donné satisfaction et qui, par rapport à la taille de mon bac, était assez puissante et qui rendait quand même un rendu assez esthétique puisque ça couvrait bien la surface totale du bac, mais en étant d'un seul tenant. Aujourd'hui, quand j'ai refait ce bac-là, ou avant même de concevoir le bac, en fait, j'essaye de voir aussi quel type d'éclairage je peux mettre, quelles sont les zones d'éclairage en fait, de chacun des fabricants. Je peux citer aussi que j'ai eu des échanges avec quelqu'un qui est quand même calé en la matière, qui s'appelle Xavier Assemat, en fait, qui est toujours assez gentil et disponible pour donner quelques conseils par rapport aux surfaces d'éclairage, etc. L'éclairage, ça a été quand même un casse-tête pour moi de savoir, je suis passé, je crois, par toutes les marques d'éclairage. Et donc, j'ai demandé après à Maxime, puisque j'ai vu que finalement, tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, mon éclairage est composé de plusieurs modules et je ne me voyais pas en fait suspendre des modules un à un avec des fils dans tous les sens. Porter mon choix sur Ecotech Marine et j'ai demandé à Maxime de me faire en fait une rampe en plexi. Donc, qui est comme ça, assez aérienne, ça donne un certain style. L'avantage, c'est que mes modules sont posés et bon, je m'en sers pas, mais ils pourraient même être déplacés. C'est-à-dire, vraiment, si j'avais besoin de plus de part à certains endroits, ou je pourrais même en fait juste les déplacer sans la plaque de plexi. Je peux aussi mettre éventuellement des rehausses en fait sur les cylindres en plexi. Si je veux, admettons, déjà juste la rehausser pour avoir plus de place pour la maintenance. Bon, je ne l'ai jamais fait, mais je peux aussi complètement en fait, l'enlever. Elle n'est pas fixée, en fait, c'est posé. C'est posé avec des cales. En fait. Donc tout est complètement sur mesure, c'est l'avantage. Donc c'est vrai que le bac, j'étais un peu plus aguerri sans mon deuxième bac. On se retrouve là où Benjamin réalise son eau osmosée. Tout à l'heure, tu me demandais justement s'il y avait quelques conseils débutants ou pas débutants, mais la qualité d'eau, ça reste pour moi quelque chose qui est primordial.
Donc aujourd'hui, j'ai un peu revu ma copie par rapport à ce que j'avais il y a 10 ans. Donc on a toujours en fait un système d'osmoseur assez classique, mais je l'ai un petit peu modifié dans le sens où ça, ce sont des systèmes avec 5 niveaux de filtration. Et souvent, tu as la résine DIO qui est en fait de manière horizontale en haut. Et ça, c'est pas bon puisque l'eau passe à peu près qu'à la moitié de la résine. Donc j'ai mis finalement la résine DIO sur des cartouches verticales. Donc j'ai une pompe booster alors, qui normalement peut être mise juste avant la partie de la membrane. Et après donc j'ai une première filtration à 5 microns, 2 filtrations de charbon. Ensuite je repasse par une filtration à 1 micron seulement pour préserver la qualité de la membrane. Et donc après je suis en sortie de membrane sur finalement 3 cartouches de DIO. Au final, je n'ai pas forcément besoin des 3, mais j'ai fait le choix d'en rajouter une, on va dire, de sécurité. Et je fonctionne de la manière suivante, c'est que celle-ci, c'est celle du coup qui prend toute la charge, qui est pas bon. Et dans la deuxième, je mets de la résine décolorante. Et donc ça, c'est plus cher, donc j'en mets très peu. Ça, c'est la petite astuce que je pourrais donner. Ce qui fait que dès l'instant où la résine sature, elle décolore, donc elle est moins performante. Et dans ces cas-là, cette cartouche-là se retrouve en fait en première position. La cartouche en fait en dernière position se retrouve en deuxième. Et celle que j'ai changée, je l'enlève, je la rechange et je remets de la résine neuve avec de nouveau une couche de résine déionisante. L'avantage aussi, c'est qu'on peut ne pas hésiter à mettre quand même l'eau en tube, même si l'aquarium n'est pas forcément à côté. Et ce que j'ai pu aussi changer, c'est qu'avant, je me fiais vraiment au TDS mètre, qui était à l'horizontale et beaucoup moins performante. Aujourd'hui, je me fie vraiment plus à ça, puisque je suis toujours à 0, mais même le 0 ne suffit pas, si je puis dire. Il est vraiment important, sachant que je pense qu'une cartouche comme ça, c'est environ une trentaine d'euros. Je pense qu'après, quand on a investi là-dedans, on est tranquille pour tout le bac. Et aujourd'hui, il ne faut pas lésigner à avoir une succession éventuellement de résine DIO. Alors, selon les endroits où on se situe, on peut monter jusqu'à 5. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est efficace. Et à chaque fois que je fais un ICP, j'ai une eau juste parfaite. Il n'y a pas de résidus d'étain ou de métaux lourds ou de silicate. Et finalement, le TDS n'est, entre guillemets, si je puis me permettre, pas suffisant à 0. Du coup, Benjamin, on se retrouve devant ton bac et tu vas nous présenter toute ta technique. Oui, donc du coup, je vais commencer par l'éclairage. Donc ça n'a pas été un choix facile. Je suis passé un peu par toutes les marques. Finalement, mon choix s'est arrêté sur les Ecotech Marine, donc les Radion, les XR30, G6. Et du coup, j'ai pris les modèles Blue. Parce qu'il y a les modèles Pro qui n'ont pas tout à fait la même composition de LED. Donc moi, je suis arrêté. Donc forcément, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus à la mode. On est plus dans les bleus. Faut savoir, j'en profite pour dire que chez moi, donc j'en ai 6. Et elles ne tournent qu'à 65% de leur capacité, de leur puissance. Donc là, je passe de la puissance totale, toute couleur de LED confondue. Peut-être aussi l'occasion que j'explique un petit peu ma routine. Donc moi, j'éclaire de 9h à 21h. J'ai une montée que sur les bleus, on va dire, pendant environ 1h30 le matin. Puis une deuxième montée sur le restant de toutes les couleurs de LED. Donc sachant que je me dis que les fabricants aujourd'hui font pas mal d'avancées, je ne me suis pas amusé à retoucher mes propres programmes, c'est-à-dire que je suis parti juste de la composition des LED de chacun des fabricants et des constructeurs. Donc moi en l'occurrence Ecotech Marine, pour moi ça tenait la route. Ils ont déjà réfléchi en fait à leur composition de LED, c'est-à-dire qu'il y a déjà un certain pourcentage de bleu, de blanc, de bleu royal, de rouge et d'ultraviolet, etc. Et je ne me suis pas amusé à retoucher par-dessus ça, c'est-à-dire que je suis parti du principe que la composition des LED elle avait fait l'objet d'études. Donc moi, je joue sur la puissance globale, donc je suis à 65%, donc j'en ai sous le pied. Et je fais donc juste une montée, comme j'expliquais, une première montée de bleu pendant 1h30, une autre montée jusqu'à obtenir toutes les couleurs de LED. Donc là, on a ce que moi j'appelle un peu le zénith, donc le point le plus fort, où là où les consos sont les plus forts aussi, donc on va dire de midi à 16h. Et après, j'ai une première redescente des autres couleurs sur les bleus, et à la fin, une dernière descente de bleu, jusqu'à l'extinction. Au niveau du brassage, toujours la même marque. Alors j'ai un peu toutes les marques, hein. J'ai pas forcément des marques de prédilection. On est sur des Ecotech Marine également, les MP60. Alors ça peut paraître peu dans un bac de ce volume, mais j'ai que 2 MP60 que j'ai voulu positionner de cette manière. Donc c'est pareil, c'est pas toujours ce qui peut être conseillé, puisqu'on est souvent, on nous recommande souvent de mettre les pompes de brassage face à face. Moi j'avais quand même un enjeu esthétique.
parce qu'on n'en a pas trop parlé, vous allez le voir après, mais on a toujours un petit peu, quand on parle de la passion du récifal et de l'aquariophilie, ce qu'on appelle le CAF, là, le quotient d'acceptation, alors on va dire familial plutôt que féminine, parce que ça fait un peu sexiste aujourd'hui. Mais moi, il me fallait quand même un bac, pour le coup, assez silencieux, et on va dire, et moi, après, esthétique. Le côté aussi esthétique est important. Donc j'ai un petit peu de mal, en fait, à avoir une pompe de brassage en face de l'autre. L'avantage aussi, c'est que c'est un flux très large sur les écothèques marines. Et dernier point qui n'est pas négligeable, il n'y a pas de fil dans l'eau et elles sont assez faciles à nettoyer. On peut voir aussi que tout a été isolé. Avec de la mousse acoustique. Tout à fait. Toujours, vous voyez, on sent, enfin je ne sais pas si on entendra, mais il y a plus de bruit. Que plus précisément, donc on est sur une méthode assez classique, hein, berlinoise. J'ai fait des petites modifications par rapport à mon premier bac où, comme j'ai expliqué, j'étais plus sur une dérivation lente en fait à la descente pour alimenter mon refuge et qui passait pas par l'écumeur. Bon là, j'ai voulu faire un peu différemment. Je gère tout à la remontée, donc j'ai une pompe de remontée qui est ultra puissante, donc c'est une Royal exclusive Red Dragon. Et du coup, elle va donc m'alimenter mon refuge. Ok. Donc c'est un système de boucle, donc c'est pas électrique, c'est un système de boucle et de vanne où en fait je vais avoir la pompe de remontée qui remonte un certain flux d'eau. Il y a un circuit en fait ouvert qui se fait à travers mon refuge. Donc là c'est un refuge pour le coup qui n'est pas que crypto, puisque c'est un refuge à algues qui est éclairé à l'inverse du bac pour essayer aussi de maintenir un pH un peu plus haut. J'ai une boucle qui se fait dans un UV, donc j'avais pas d'UV sur mon premier bac, là j'ai mis un UV H24. Et j'ai également une boucle qui peut se faire, mais là j'en ai plus l'utilité, dans un filtre à lit fluidisé si besoin. Donc ensuite, filtration, donc quand ça descend, ça passe par une filtration mécanique qui est en fait un Reef Mat de chez Red Sea. Moi j'avais des micro-bacs sur mon premier bac, j'en étais content, mais là c'est vrai que j'ai vu que ça, il y avait quand même des bonnes critiques dessus. Alors ça a tendance peut-être à un peu trop lessiver le bac. Moi en tout cas j'en suis satisfait. Donc filtration mécanique par le biais d'un rouleau. Hein. Après, écumeur, bon bah costaud, hein, réplique du BBK 300 de chez Royal Exclusive. Et puis, comme je l'ai expliqué, refuge, UV. Et après, on a le compartiment de remontée avec l'eau qui remonte. Donc j'ai donc deux remontées et j'ai donc 3 descentes. J'ai 2 descentes principales et une descente de sécurité. Donc concernant, j'ai une partie un peu plus sèche ici. Donc là, j'ai une réserve d'eau, forcément d'eau osmosée classique. Là, on peut apercevoir l'UV qu'on voyait peut-être pas trop. Donc après, c'est relativement simple. Je pense que je peux en parler maintenant. Donc moi, là, je compense mon KH, mon calcium et mon magnésium en biling, hein, tout simplement. Donc là, je suis avec la marque Récifal Must. Donc ce sont des mélanges que je fais avec de l'eau osmosée pure. Et voilà, tout simplement. Je suis sur une pompe doseuse du coup Red Sea, 4 têtes. Plutôt très fiable comme pompe doseuse en fait. Pareil, c'est important. La petite astuce quand même, c'est que à l'intérieur des têtes, en fait, il y a un petit tubing qui, avec le temps, en fait, s'use et se fendit. J'ai failli avoir des gros soucis. Tu me demandais si j'ai eu des galères sur mon bac. Ça fait partie, toujours veille de vacances, où j'ai le tubing qui se fend et du coup, il n'y a pas les bonnes injections de KH, admettons. Et là, j'ai à peu près 3 décages de consommation journalière. Donc, autant dire une coupure de courant d'une après-midi. En 2 jours, c'est mort. Donc, en fait, toujours avoir le petit tubing qui va dans la tête de rechange. C'est environ 7-8 €. J'en ai toujours 2-3 d'avance. Mais il faut quand même penser à régulièrement pouvoir faire voilà, l'entretien des pompes de remontée, nettoyer à fond, ça prend pas tant de temps, mais c'est sûr qu'il faut tout démonter une fois, la pompe de l'écumeur et pour les pompes doseuses, notamment moi je vous parle des petits tubings internes. Ok. Pompe seulement 4 têtes, ça me suffit pour mon bac. Alors au tout début, je suis monté réellement jusqu'à 20 têtes de pompe doseuse. Je passais un oligo par pompe doseuse, il y a de ça au tout début que j'ai démarré sur ce bac. Aujourd'hui, en fait, je mets la majeure partie de mes oligos, donc une potion magique. Voilà, dans une bouteille à part, et j'ai besoin de qu'une tête pour passer tous les éléments mineurs, en gros le manganèse, le sélénium, le cobalt, le fer. Et donc une tête suffit pour passer pour 1 mois
ma compensation d'oligo et ma consommation d'oligo entre 2 ICP que j'espace d'un mois. Ok, on a oublié de préciser, ce bac n'a jamais eu de changement d'eau. Tout à fait. Jamais précisé, mais J'ai c'est jamais très changé important de une le goutte dire. d'eau depuis 2 ans et demi bientôt. Voilà. À part, je vous expliquais avec mon problème de silicate, j'ai fait des gros changements d'eau avant de mettre en eau parce que ça n'allait pas, j'étais pas sur la bonne concentration. Depuis, je n'ai absolument jamais fait 50 litres de changement d'eau, jamais. La seule eau qui est apportée, effectivement, c'est par l'osmolateur par rapport à la compensation de l'évaporation. Ouais. Là, j'ai également un compartiment avec une partie, on va dire, plus électrique. Ouais. C'est assez simple, hein. J'ai acheté des petits dispatchs. Après, vous avez pompe de remontée et pompe d'écumeur et le petit contrôleur de température. Donc là, du coup, j'ai pu cacher une petite partie de la surverse qui était quand même assez voyante dans un placard. Donc là, ça reste un placard, hein. Du coup, on y retrouve tous les transformateurs de l'éclairage. Donc ça a tendance un peu à chauffer dans ce coin-là. Ouais. On y retrouve donc aussi les contrôleurs des 2 pompes de brassage, la surverse. J'ai rajouté du coup des vannes de précision sur mes 2 descentes principales, justement pour le réglage, on va dire, des flux. J'avais prévu, mais ça s'est pas fait, d'éventuellement de pouvoir faire une ouverture sur l'extérieur, ce qui n'aurait pas été négligeable pour l'apport du coup en oxygène. Mais ça, c'est un peu compliqué à faire, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour le moment. Et du coup, là, sur ton bac, en soi, c'est quoi ton corail préféré? Parce que tu as quand même pas mal de choix. Mais... Alors moi, j'ai pas de préféré, je suis un peu désolé, comme je l'ai dit, j'aime un peu tout ce qui est vivant. Alors déjà, j'ai pas parlé de ça me paraît important. Là, moi, tout comme dans mon premier bac, la majeure partie de mes coraux, ils viennent en fait de chez Guillaume Pujol, de Marine Home. Ouais. C'est vraiment mon fournisseur de coraux, c'est aussi un passionné, pour les gens qui le connaissent. C'est quand même un mec moi, que j'adore. Qui est simple, passionné et qui est tout le temps devant ses coraux et qui cultive certaines souches depuis 20-25 ans. Donc aujourd'hui, la plupart de ces coraux, alors moi j'ai pas forcément des coraux forcément très rares, j'en ai quelques-uns plus rares, mais ceux qui ont aussi beaucoup poussé sont les coraux signatures de Marine Home, l'Acro Ostera, le Montipora samarensis bleu et rose, ils sont énormes. En fait, ça c'est pareil, c'est chez Guillaume, Acropora Joker. Donc en fait, on se rend compte, ça c'est pas une nouvelle, que tous les coraux signatures ont quand même tendance à pousser beaucoup plus, puisqu'ils sont passés par plein d'étapes. Plein d'étapes, plein de variations de plein de choses. Ils sont plus résistants et une fois qu'ils sont quand même aussi acclimatés à ton bac, ils se mettent à pousser énormément. Il faut savoir que, et peut-être on pourra glisser quelques photos, mais j'ai eu une grosse évolution, mais j'ai eu les coraux quand même relativement petits, hein. J'en ai eu qui étaient de la taille d'un doigt. Là, on parle sur un bac maintenant qui a 2 ans et demi. Donc gros big up à Marine Home. Hein. Gros big up à Guillaume. Ensuite, vu que moi je suis pour la paix des ménages, j'ai eu l'occasion de commander aussi des coraux sur Recifat Home. Alors, maison très sérieuse, effectivement, qui développe énormément aussi la culture des coraux, des souches. Ce que j'apprécie chez eux, c'est aussi la livraison qui est très rapide et c'est toujours bien emballé. J'avais eu une fois un souci avec un livreur et franchement, ils sont très commerçants. Maison très sérieuse, Recifat Home. Aujourd'hui, on peut commander le lundi et être livré limite le mardi. Donc, je commande aussi pas mal de matériel, mes rouleaux de Riffmat, des bactéries. Et ce que j'ai pas dit dans ma routine, comme quoi j'ai oublié forcément plein de choses, même si je suis bavard, la seule chose que je mets un petit peu pour, entre guillemets, nourrir mes coraux, alors c'est pareil, ça fait un peu débat, faut nourrir, faut pas nourrir. Je pense qu'en fait, en soi, quand on a un bon éclairage, un bon brassage et qu'on a du vivant dedans, on n'a pas besoin de les nourrir. Mais moi, le seul truc que je rajoute, en fait, c'est pour citer aussi une autre marque, j'aime beaucoup la marque Easy Reef. Okay. Donc déjà, c'est européen, c'est espagnol, j'aime pas mal l'Espagne. C'est souvent des souches de phytoplancton qui sont cultivées en fait dans une réserve naturelle. Et donc ça, j'en mets... donc moi, j'utilise celui en poudre que je mélange avec mon eau du bac. Je sais qu'ils font des poches en fait qui peuvent se mettre sur pompe doseuse de phytoplancton ou autre. C'est vraiment la seule chose que je rajoute. Je suis pas aujourd'hui capable de dire que ça fonctionne ou que ça apporte vraiment du plus, mais en tout cas, j'en ai toujours mis, donc je continue. Je reste en fait, tant que j'ai pas de soucis, je reste en fait
fidèle à ma routine en fait. Okay. Donc ça, j'en mets, on va dire, c'est variable, mais tous les 2-3 jours, je vais en mettre un petit peu, voilà. Et ça, ça profite à tout le monde, enfin surtout au coraux. Bon, moi, je prends l'Easy SPS, donc qui est plus fin, mais ça profite au LPS et ça peut profiter peut-être un peu à mes Anthias aussi. Ok. On parlait tout à l'heure un petit peu des problèmes que je rencontre aujourd'hui qui sont assez nouveaux, donc des nécroses. Si on prend par exemple l'Acropora Joker qui est une des pièces les plus grosses, aujourd'hui je me heurte à quelque chose, et c'est très récent là, où justement j'ai des nécroses, il faut vraiment que je puisse couper. Je pense que quand les pieds sont trop gros, quelquefois c'est compliqué, puisqu'à la base il y a des zones d'ombre et il y a des blanchiments, voire après des nécroses. Donc ça c'est quelque chose qui est très récent, je dirais que là ça fait... moins d'un mois que je commence à rencontrer ce problème-là. Là, j'ai un Acropora Purple Haze, donc ça, c'est la souche de Marine Home, qui, lui, a bien poussé, mais forcément, toute la partie ombragée a complètement nécrosé. Pareil, c'est récent. Vu qu'on est en train aussi de parler des coraux, en fait, j'ai justement aussi l'Acropora Purple Haze, mais pour le coup, de chez Recife at Home, qu'on voit là. Donc cet Acropora, on voit qu'en fait, il y a des nuances qui sont différentes sur la coloration et aussi sur la taille en fait, du corail et de son développement. Dans les autres petits soucis que je rencontre aussi aujourd'hui, voilà, liés un petit peu à la pousse, c'est là j'ai cassé il y a quelques jours, je crois qu'il y a 4 jours, on pense qu'il est plus blanc, l'Acropora du coup Aspera de chez Marine Home. C'est pas la première fois que j'en casse un énorme morceau, donc voilà, après ça c'est des bouts justement que je peux bouturer. Ouais. Je pense que là, on a fait à peu près le tour de ton bac. Je remercie énormément Benjamin qui déjà m'a beaucoup conseillé pour améliorer la maintenance de mon aquarium. T'as encore du boulot d'ailleurs? J'ai encore du boulot, bah oui, il me les laisse pas tranquilles. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est parce que c'est un vrai passionné, vous avez pu le voir, il aime beaucoup expliquer, donner de bons conseils. Donc n'hésite pas à mettre le maximum de pouces bleus sur cette vidéo et de partage, de commentaires, ça me ferait très plaisir et ça ferait très plaisir à Benjamin parce que c'est la première fois où tu montes vraiment ton bac parce que sur les réseaux t'es pas très actif. Pas trop. Et du coup, je voulais en venir sur le fait que malheureusement tellement que le bac il va bien, ça pousse énormément. Benjamin a des soucis de coraux qui se touchent. Et si vous avez besoin de petites boutures, c'est possible aussi. C'est vrai que je me suis laissé un petit peu envahir. Je profite de ta vidéo, mais finalement, j'avais pas le recul encore et l'expérience d'un bac finalement qui pousse bien, qui est mature. J'ai voulu laisser faire un peu la nature. Ouais. Et aujourd'hui, justement, tu me demandes si j'avais des problèmes. Je me heurte à des petits problèmes avec des coraux qui ont des zones d'ombre, donc qui ont tendance à blanchir, à un peu nécroser. Des coraux qui se brûlent, là, ça fait déjà longtemps. Et c'est vrai que à la fois, je voulais donner un côté naturel, je voulais laisser la vie prendre et la nature se faire. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois vraiment élaguer. J'ai retardé. En fait, c'est ça l'erreur que j'ai fait. Tu me demandais, j'en ai fait une, c'est que j'ai trop attendu. Et on me l'avait pourtant dit, mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu coupes et t'as pas envie. Du coup, c'est pareil, si dans le coin, il y en a qui sont intéressés pour quelques boutures, c'est avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. C'était parfait. Allez, salut. Un brut. Vas-y, laisse tomber. Non, mais c'est de la merde. Okay. Attends, je suis plus dedans là. Vite, du coup. Attends. La petite astuce aussi, c'est qu'on n'est pas forcément à côté du bac et il ne faut pas hésiter à mettre loin de tubing. Le tubing. Voilà, il faut que tu coupes mon pauvre. T'inquiète. Ils vont se foutre de ma gueule. Ça pousse trop vite, Non, mais c'est négatif de dire comme ça. Non, mais Benjamin, il fait chier dans la